Bonjour Philippe de Sertine. Bonjour. Bonjour Mathieu Plane. Bonjour. Et bonjour Paul Larouturou. Bonjour Agathe Lambray. Malédiction, danger, la France est-elle vraiment au bord du chaos? Où trouver les milliards? La solution vient-elle des ultra-riches? On va parler de tous ces sujets avec vous. Philippe de Sertine, professeur à l'IAE de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de la finance internationale. Vous alertez depuis longtemps sur le niveau de la dette française. Vous répétez que la France vit au-dessus de ses moyens. Et vous, Mathieu Plane, vous êtes directeur adjoint de l'OFCE, un observatoire connu pour ses position social-démocrate plutôt. Vous avez été conseiller d'Arnaud Montebourg à Bercy et vous êtes spécialiste des finances publiques. On commence avec cette question. La France est-elle au bord du précipice, comme le répète le Premier ministre Philippe de Sertine? Alors, quand on parle de précipice, ça veut dire vraiment un danger sur la dette publique. La trajectoire nous amène au précipice. Je crois qu'il faut être très très clair et on avance et année après année on avance. La seule chose c'est que on ne sait pas où il est exactement. C'est-à-dire c'est clair que si on continue comme ça, nous allons avoir une difficulté extrême à nous financer, sauf qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Le sentiment que nous avons de plus en plus, parce que à l'aspect technique s'ajoute maintenant un désordre politique qui semble être un désordre politique au moins pour 2 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2027. Là, on peut dire qu'on fait vraiment des pas en avant vers le précipice en question. Donc je crois que oui, il faut dire la falaise. Elle est devant nous, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va tomber du haut de la falaise. Elle va nous tomber dessus, ce qui marche aussi dans les deux sens. Mathieu Plane, êtes-vous moins inquiet? Alors j'espère qu'on ne tombera jamais dans la falaise, hein, justement. Non, la situation, bien sûr, elle est inquiétante. Elle est inquiétante parce que on a une crise politique majeure, qu'on a un niveau de déficit qui est particulièrement élevé et qui n'est pas soutenable. On ne peut pas rester à ce niveau de déficit. Maintenant, j'aurais tendance à relativiser par rapport à certains discours en disant, voilà, le FMI est aux portes de Paris, on a un risque de dépôt. La France est menacée de tutelle, disent certains ministres depuis des mois. C'est pas vrai, ça ? En fait, la France n'est pas en crise économique, elle est en crise politique. Elle a un problème budgétaire qu'elle doit régler. On a connu des problèmes budgétaires comme ça. Effectivement, on ne peut pas rester à ce niveau d'évolution de la dette, mais quand vous regardez structurellement les fondamentaux de l'économie, et notamment ce qu'on appelle la balance courante, le fait qu'on n'a pas besoin de financement extérieur très important, comme le cas de la Grèce ou de l'Argentine qui ont fait défaut, on n'est pas dans la même situation. Par contre, et ça c'est important, on est beaucoup plus en crise politique que crise économique, et qu'une crise politique peut déclencher une crise économique. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucune visibilité. Ce qui provoque énormément d'inquiétude. Il y a une femme beaucoup plus pessimiste que vous, elle s'appelle Claudette, elle a 54 ans, elle vit en région parisienne, elle est nourrice de profession. Mon livret A, je l'ai vidé. 20 000 euros. Moi, je sais que personne n'y touchera. Je veux pas qu'on me prenne mon argent pour rembourser ci, rembourser ça. Non, non. Vous craignez que dans le budget, on prenne sur les livrets A pour rembourser la dette ? J'ai entendu des choses comme ça. Comme en politique, je ne m'y connais pas du tout. Donc avec mon mari, on a décidé de remettre sur notre compte courant. Et honnêtement, j'attends 2027. Claudette, cher Philippe de Sertine, elle a vidé son livret A. Elle n'est pas la seule. Oui, je crois par rapport à ce que dit Mathieu Plane à l'instant, quand on a parlé du FMI, parce que en fait c'est lié, c'est-à-dire en disant si on a un problème de défaut sur la dette, comment ça se passe? Est-ce que le Fonds monétaire international encadre la France et réforme la place de la France? D'ailleurs, le Premier ministre a lui-même fait d'ailleurs une comparaison, à mon avis, qui est plus pertinente. C'est celle de l'Angleterre d'il y a 3 ans, enfin du Royaume-Uni d'il y a 3 ans, enfin 2 ans et demi. La Première ministre Liz Truss, à qui on ne prête plus, qui est contrainte de démissionner. Oui, ça s'est pas passé comme ça exactement. C'est-à-dire que 42 jours de pouvoir, effectivement. Vous voyez, bon, la Grèce, comme on le disait, effectivement, eux avaient un problème majeur de financement. L'Espagne, le Portugal étaient vraiment dans une situation de finances publiques extrêmement compliquée. Le FMI, et d'ailleurs, là, dans ce cas-là, le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne, ce qu'on appelle la Troïka, mais le FMI est bien là, intervient en disant le but, toujours dans une situation comme ça, c'est d'éviter qu'une crise sur d'une dette souveraine contamine les autres dettes souveraines et contamine le système financier. C'est pour ça que le FMI. Pour répondre à la question de Claudette sur le livret A, est-ce qu'il y a une inquiétude sur les économies? J'y viens. Nous, notre problème par rapport à ce que vient de dire Mathieu Plane, c'est que par rapport à l'Union européenne, nous sommes massivement financés, c'est-à-dire 53% de notre dette publique est financée par des apporteurs de financement étrangers. D'accord. Étrangers. Donc ça veut dire effectivement, pour le FMI, il peut y avoir un sujet. S'il y a un problème, c'est-à-dire si d'un seul coup une perte de confiance internationale. Donc en ce sens-là. Non, c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de dettes, et que comme on est effectivement dans une zone euro où jusqu'ici les investisseurs n'arrivaient pas à avoir suffisamment de dette allemande, qui cherchaient éperdument, du coup ils prenaient de la dette française, qui était le partenaire absolu de la France. Donc on est avec un énorme financement. La moyenne européenne, c'est 23% de financement non national. Nous, c'est 53%. Donc on
est vraiment très très au-dessus des autres Européens, et c'est là où le FMI peut intervenir, comme avec la Grande-Bretagne. Le FMI n'est pas arrivé à mis en tutelle la Grande-Bretagne. Il a dit, si vous faites ça, là il y a un vrai problème parce que vous allez mettre en danger des financements non britanniques. C'est le même problème chez nous, et là c'est clair, la dame qui dit ça, c'est que la réserve française que n'avaient pas les Grecs, que n'avaient pas les Espagnols, c'est notre épargne. C'est évident. Et Mathieu Plane, est-ce que concrètement aujourd'hui les Français peuvent s'inquiéter pour leur épargne? Vous leur dites quoi? Non, je ne crois pas qu'ils n'ont pas raison de s'inquiéter, heureusement, à court terme. Par contre, ça peut... Enfin, je veux dire, les messages qui sont envoyés peuvent conduire à des comportements d'inquiétude. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'épargne en France. Ce qui montre que les ménages épargnent. On a une épargne de précaution qui est considérable. C'est la une du Parisien ce matin. Voilà. La crise actuelle aggrave encore, bien sûr, accélère ce phénomène. Et donc il y a des effets autoréalisateurs, c'est-à-dire que si vous envoyez des messages, et il y a des raisons d'être inquiet, une fois de plus, la crise politique, elle est extrêmement inquiétante, vous pouvez dérouler plein de scénarios, et il y en a certains qui sont vraiment très inquiétants, mais forcément ça va modifier les comportements, et donc vous allez avoir beaucoup d'épargne. Si les gens pensent qu'à un moment donné on va aller prendre leur épargne, effectivement ils vont avoir des comportements qui vont être différents. Est-ce que pour le moment on voit pas qu'au risque de prendre leur épargne? Non, heureusement pour le moment, j'allais dire non, par contre elle pourrait être taxée. Elle pourrait être taxée, c'est-à-dire qu'on a d'autres leviers, c'est-à-dire à ce moment-là, si vous avez un problème de financement, c'est d'augmenter la fiscalité en dernier recours, c'est pas d'aller prendre directement dans l'épargne. Par contre, à un moment donné, que cette épargne soit plus taxée, on peut pas le mettre de côté. Mais c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que les messages envoyés peuvent aussi modifier le comportement. Et pour moi, on ne voit pas de fuite de capitaux. C'est-à-dire, si vraiment on pensait que la France pouvait faire défaut, vous avez intérêt à sortir votre épargne de France et la placer ailleurs. Pour l'instant, pour vous, c'est plutôt sous contrôle. À qui la faute, Philippe de Sertine? D'où viennent notamment les 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017? Je crois, bon, évidemment, là, on évoque tout de suite les grands événements qui se sont passés depuis 2017. Bien entendu, le confinement, c'est-à-dire lorsque on a dit quoi qu'il en coûte. Vous voyez, le terme quoi qu'il en coûte, souvent les Français s'interrogeaient en disant, mais en fait, ça va coûter quoi? Enfin, ça coûte de la dette. Oui, c'est ça, en disant, mais ça va me coûter des impôts. Bah non, ça vous coûte rien, on vous dit à la fin. Si, c'est-à-dire que, vous voyez, de la dette, oui, de la dette, c'est-à-dire qu'on a créé de la dette alors qu'on crée plus de richesse. Et quand vous êtes vous-même un acteur économique, quand vous voulez emprunter pour votre maison, on dit vous gagnez combien? C'est la question tout le temps. Et là, effectivement, on a. Alors, vous avez eu évidemment le confinement. On a vu un peu la même chose avec les gilets jaunes. Et donc là, on va avoir l'arrêt du pays le 10 septembre. On va en parler dans quelques instants. C'est des grands événements. Mais ensuite, ce qui s'est passé, à qui la faute? On a eu ces augmentations. On n'a pas eu de baisse ensuite. Parce que là, quand on va parler de ces crises, il faut rappeler tous les autres pays ont eu ça, l'Allemagne, les pays européens comme nous. Sauf que eux, ensuite, ils rebaissent leur dette. C'est-à-dire, ils font un gros effort pour dire, on contracte ensuite la dette qui a augmenté dans ces moments extraordinaires. Mathieu Plane, on fait aussi un peu le bilan de la présidence Emmanuel Macron. Pour vous, Emmanuel Macron, c'est pas ce Mozart de la finance, comme certains le surnommaient? Alors, Mozart de la finance, moi j'ai jamais appelé comme ça, mais en tout cas, Mozart de la finance, effectivement, il y a une question budgétaire qui est évidente. Après, il faut quand même savoir que des fois, vous pouvez faire du déficit ou de la dette pour des bonnes raisons. C'est pour investir dans l'avenir. Donc la dette ou le déficit ne sont pas qu'un problème. Là, aujourd'hui, c'est un problème parce que c'est surtout une dette de crise, en réalité. Et donc, on a eu le choc Covid, on a eu le choc énergétique, tout ça a créé de la dette. Mais c'est vrai que si on regarde bien les choses, c'est pas que les crises qui ont augmenté cette dette. Justement, j'allais vous poser cette question-là. Là, on parle des 10 dernières années, mais François Bayrou parle des 50 dernières années de budget voté en déficit. Est-ce que nos responsables sont irresponsables depuis un demi-siècle? Alors, effectivement, il faudrait regarder un peu dans le détail, mais tout le monde est un peu responsable de cette situation de hausse de déficit, de hausse de dette. Après, on voit qu'on a eu des moments où on a réduit ces déficits un peu à marche forcée, d'ailleurs sous François Hollande, ça a été le cas. Il y a eu des augmentations fortes de dette, c'était notamment à travers les crises. On a vu crise Covid, crise énergétique, il y a eu la crise financière de 2008, donc il y a une responsabilité un peu partagée. J'allais dire, par contre, sous Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises dans des moments particuliers, des mesures pérennes, de baisse notamment de fiscalité, mais qui n'ont pas été financées, et tout ça a été un peu gommé par les effets de la crise. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt un moment le bilan, c'est l'heure un peu de faire du bilan, et la note est assez salée en fait. Le gouvernement ne pensait pas se retrouver dans une telle situation budgétaire, et donc ça nous met effectivement en difficulté, ça nécessite de trouver assez rapidement une façon de redresser les comptes publics, ce qui n'est pas facile à un moment où vous avez une crise politique justement. C'est compliqué, l'exécutif cherche aussi des boucs émissaires. À qui la faute? François Bayrou, lui, il met en cause le confort des boomers, il appelle les retraités à en faire plus. Écoutez, notre reporter Benjamin Hillier a passé la soirée avec des boomers à un thé dansant dans le Calvados. C'est très court. Charles, 86 ans. On y va les cobayes. Annick, mon prénom.
80 ans. Ma pension dépasse les 3 000 €. Vous avez une bonne retraite. J'ai même honte d'être payé aussi cher à rien faire. Plus de 2 000 €. Allez tout le monde! J'ai honte d'être payé aussi cher à ne rien faire. On entendait cette retraitée. Philippe de Sertine a raison, François Bayrou, ils sont privilégiés, ces boomers. Non, vous voyez, boomer, en plus, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. C'est les gens qui sont nés entre 45 et 65. Hein. Donc ça fait quand même... Là, c'était des gens plutôt, effectivement, de juste l'après-guerre. Le vrai baby-boom, c'est juste l'après-guerre. Non, je crois qu'on est avec un problème de déséquilibre du système français. C'est-à-dire un déséquilibre démographique qu'on a dans tous les pays riches aujourd'hui. Et ce qui le caractérise, évidemment, c'est ceux très, très nombreux qui sont arrivés à la retraite, alors qu'on est de moins en moins nombreux d'actifs. C'est-à-dire notre système par répartition nous met dans cette difficulté-là. C'est pas la cause aujourd'hui du déficit et des difficultés que nous rencontrons. Vous voyez, c'est-à-dire c'est là où il ne faut pas, tout mélanger en disant on a un problème structurel, ça c'est évident. C'est pas la cause, mais est-ce qu'ils pourraient faire plus, ces boomers ? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut les imposer davantage ? Ça. Est-ce qu'ils ne le font pas assez, Mathieu Plane ? Alors, c'est toujours difficile d'opposer une catégorie par rapport à une autre. On dit, en fait, il y a une forme de choc générationnel. Voilà. Clairement, c'est vrai que les retraites sont le premier poste de dépenses publiques, qu'elles ont été plutôt bien protégées pendant la période d'inflation, que ça coûte un certain montant à chaque fois que vous revalorisez ces retraites. En même temps, on ne peut pas mettre tout le monde dans la même case, mais c'est vrai que si on regarde de façon générationnelle, les baby-boomers, si on prend ceux d'après-guerre, ont plutôt bénéficié d'une croissance assez importante, d'un chômage assez faible, mais surtout la grande différence, pour moi, entre les baby-boomers et plutôt les jeunes, c'est l'accès à la propriété, au logement. Et en fait, il y a une vraie question autour du logement, entre de la valeur du logement et du foncier. Et c'est vrai que les boomers ne sont pas forcément riches, mais ils sont propriétaires. Combien ça coûte la chute de Michel Barnier ? Aurait coûté 12 milliards. Combien, d'après vos prévisions, messieurs les économistes, pourrait coûter la chute probable de François Bayrou lundi prochain ? Alors, moi, cette évaluation, en fait, on l'avait faite à l'OFCE. En réalité, on avait essayé d'évaluer, suite à la censure du budget, les effets de l'incertitude sur l'économie, sur les comportements, notamment, on parlait d'épargne, les ménages épargnent plus qu'ils ne consomment, les boîtes vont plutôt retarder leurs investissements ou leurs embauches, et tout ça a des effets réels macroéconomiques. On avait chiffré ça entre 0,3 et 0,4 points de PIB à l'époque. Là, aujourd'hui, c'est très difficile de le faire. J'ai entendu, ça ferait 12 milliards à nouveau. Non, ça ne ferait pas 12 milliards à nouveau, parce qu'on est encore dans une situation d'incertitude. On ne sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, je veux dire, tout le monde attend le 9 septembre. C'est-à-dire, qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il nomme un gouvernement technique ou un gouvernement de coalition de façon à trouver un budget ? Est-ce qu'il y a une dissolution ? Tout ça change radicalement les choses. Donc, personne n'est capable, aujourd'hui, de dire clairement quels vont être les effets macroéconomiques, si ce n'est qu'effectivement, on va peut-être passer encore un cran dans l'incertitude. Dans un instant, pardon Philippe de Sertine, vous vouliez dire un mot ? Oui, non, je pense qu'il faut vraiment avoir l'idée que par rapport à l'année dernière, si on va sur une crise politique longue, ça va coûter beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'on doit être dans cette idée que vraiment c'est en milliards, voire même au-delà des 15-20 milliards, c'est énorme. C'est-à-dire par rapport aux économies qu'on doit faire, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement lourd. Et là, pour le coup, ce que disait Mathieu Plane tout à l'heure, on n'est pas en crise économique, c'est-à-dire on est en croissance positive. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on peut basculer en récession à cause de la crise politique. Alors, quelle solution, justement, pour sortir de cette crise ? On en parle dans un instant. Faut-il taxer les ultra-riches ? Y a-t-il une manne à trouver du côté de l'immigration, comme le pense Marine Le Pen ? Vos réponses dans un instant. Donc, Philippe de Sertine et Mathieu Plane. Mais il est 8h47 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Le cours de l'or n'en finit plus de grimper. Il a déjà doublé depuis la crise du Covid et il atteint ce matin un niveau record. Plus de 3 500 $ pour l'once, du jamais vu. Les investisseurs délaissent le dollar. Ils craignent une baisse des taux américains. Faut-il sanctionner davantage les organisateurs de rave party ? Le ministre de l'Intérieur souhaite que cela devienne un délit avec une possible peine de prison. Bruno Retailleau s'exprime alors qu'une fête est toujours en cours dans l'Aude, là où un incendie a ravagé la végétation cet été. Mais les participants quittent le site. Ils sont encore 900 sur place selon la préfecture. Vigilance orange levée dans le sud-est de la France. Les orages ont été violents localement hier. Une personne est morte dans un accident de la route à cause de ces intempéries dans le Var. La très grande majorité des 700 000 élèves qui n'ont pas pu faire leur entrée hier sont de retour en classe ce matin. Et puis l'Olympique de Marseille s'offre un champion du monde. Benjamin Pavard rejoint l'OM. Recrutement in extremis en fin de mercato. Le gardien du PSG quitte Paris et s'engage avec Manchester City. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray,
Paul Laroutourou. Toujours avec deux économistes, Philippe de Sertine, professeur à l'IAE de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de L'horizon des possibles chez Robert Laffont, et Mathieu Plane, directeur adjoint de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. Les ultra-riches sont-ils la poule aux œufs d'or dans ce contexte, Paul? Pour la gauche, la solution, c'est donc la taxe Zucman, du nom de l'économiste Gabriel Zucman. Vous allez nous expliquer ça mieux que moi, je tente quand même. Un impôt minimal de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Un impôt qui rapporterait 20 milliards à la France. Qu'en pensent les deux économistes que vous êtes? Je peux commencer. Je pense que par rapport au problème dans lequel nous sommes, on est dans la nécessité, ce que nous ne faisons pas, de traiter tout le problème globalement et pas penser que ça va être une fiscalité. Probablement les Français aimeraient ça, qu'on leur dise on va prélever et voilà, ça y est, ce sera réglé, on aura passé la crise. Non, ça n'est pas vrai. Et en particulier, on a cette question autour de la fiscalité qui monte de plus en plus, l'idée qui monte de plus en plus en France et qui est presque de plus en plus validée d'une fiscalité sur le patrimoine. Ce qui est l'approche de Zucman en disant c'est sur le patrimoine des super riches, dans lequel d'ailleurs il y a eu débat quand il a proposé ça, en disant il faut bien intégrer le patrimoine économique qui est en fait l'essentiel du patrimoine des super riches. Philippe de Sertine, il y a quelque chose que les Français ne comprennent pas. Ils payent environ 50% de leurs revenus en impôts. Les milliardaires, ils payent seulement 27%, c'est quasiment 2 fois moins. Alors comment vous l'expliquez? Quand vous dites 50%, non, c'est les prélèvements obligatoires. Hein, vous voyez. Alors, quand vous êtes... Mais comment vous expliquez ce décalage? Pourquoi les classes moyennes ont plus de prélèvements obligatoires que les ultra-riches? Parce que pour l'essentiel, quand vous êtes en train de calculer les revenus des super riches, vous allez avoir une fiscalité alors qui peut faire l'objet d'un certain nombre d'aménagements fiscaux légaux, hein, on va pas parler de la fraude, mais légaux, qui sont principalement associés à l'investissement économique. C'est-à-dire, en réalité, la raison pour laquelle vous avez une possibilité d'exonération, c'est quand vous êtes en train d'investir pour créer de la richesse. C'est-à-dire, l'idée de la fiscalité, c'est de dire la fiscalité doit prélever sur la création de richesse, tous ceux qui permettent une augmentation de création de richesse, en fait, il faut les laisser faire, puisque ça va permettre une fiscalité supplémentaire. C'est vraiment cette idée, mais que quand vous êtes vous-même, voyez, quand on vous dit, vous allez avoir un avantage fiscal, on a des niches fiscales pour chacun, par exemple, quand vous placez votre argent en assurance vie, c'est pourquoi? Parce que l'assurance vie, c'est utile pour créer de l'investissement qui va créer de la richesse. C'est ça, toujours, l'idée fiscale. Et c'est ce qu'on retrouve dans, on va dire, ceux qui représentent les super riches, dont la valeur, on va dire, pour l'essentiel, est associée à des valeurs d'action, c'est-à-dire à des valeurs de titres économiques. Pour ou contre la taxe Zucman, Mathieu? Non, je suis très modéré sur la taxe Zucman. Je pense qu'il y a une nécessité dans l'effort budgétaire qui nous attend d'une centaine de milliards d'euros d'ici la fin de la décennie. Donc c'est beaucoup d'argent. Mais on ne peut pas le faire porter uniquement sur les riches. C'est-à-dire que mais par contre, les riches doivent être mis plus à contribution. Vous l'avez dit, il y a une forme d'injustice fiscale. Effectivement, les revenus financiers sont moins taxés que les revenus du travail. Il y a des mécanismes d'optimisation fiscale, il y a des boucliers, donc voilà. Et on se retrouve dans cette situation-là. Maintenant, la taxe Zucman, elle a le mérite de mettre ça sur la table, mais effectivement, elle taxe les biens professionnels, et il y a un risque quand même sur l'investissement, sur le lieu de résidence, ça tombe sur 1800 foyers fiscaux, voire même c'est les 100 plus hauts foyers fiscaux qui paieraient l'essentiel de cette taxe. Le risque, c'est qu'il y ait une évasion de ces... Il y a un autre risque, d'après le gouvernement, qui dit que c'est hors de question, c'est l'exil fiscal. Oui. Si on taxe les riches, ils quittent le pays. Là-dessus, j'aimerais qu'on écoute justement Gabriel Zucman, qui était l'invité écho de Camille Revel cet été. Si toutes nos grandes fortunes partaient demain s'installer aux îles Caïmans, elles ne paieraient quasiment pas moins d'impôts et les recettes fiscales de la France baisseraient à peine, de l'ordre de 0,02 points de PIB. Partagez-vous cette analyse, Philippe de Sertine? Non, c'est-à-dire quand vous êtes sur un élément très factuel, vous allez dire ça, mais sauf que les conséquences en termes économiques sur la France peuvent être très lourdes. C'est-à-dire le fait que, peut-être ce qu'il faut dire sans cesse, la raison pour laquelle on doit remettre nos finances publiques à plat, ou en ordre, c'est parce que nous avons un effort d'investissement énorme devant nous. En fait, c'est pour ça, c'est pas le fait simplement qu'on présente un beau ratio, c'est qu'on est au début d'une période où il va falloir investir massivement, mais vraiment de façon très importante, qui va apporter une nouvelle prospérité. Le danger énorme, c'est que l'investissement, il se fasse en dehors de chez nous. Et là, lorsque vous dites, ponctuellement, oui, ils vont pas payer moins d'impôts. Oui, d'accord, mais est-ce qu'ils vont investir chez nous? Parce que c'est de ça dont on a besoin. On a besoin d'investissement et d'investissement absolument massif. Moi, j'ai connu ça. J'étais au Conseil des finances publiques pendant la présidence de François Hollande. Et nous avons eu justement... 2017. Exactement. Nous avons eu, alors non pas une baisse de la dette, mais on va dire une baisse du déficit qui, pendant cette période, associée à une très forte
fiscalité. Ce qu'on a vu, ce qu'on voyait année après année, c'est que les projections, là, typiquement, ce qu'on dit, on va avoir 20 milliards qui rentrent. En fait, à la fin de l'année, vous l'aviez pas. C'est-à-dire, nous, on avait un manque de 14 milliards. On disait, mais en réalité, les éléments sur lesquels on avait fait tableau Excel, quand vous allez dire on fiscalise tant, ça fait tant, bah non, parce qu'en réalité, soit vous n'avez pas d'investissement, soit vous allez avoir en effet des aménagements qui vont faire que ça se passe ailleurs, ce qui fait que ça ne tombe jamais comme prévu. Quand vous êtes en train de travailler sur la fiscalité, en plus François Hollande avait théorisé ça largement quand il faisait des cours à HEC en disant trop d'impôts tue l'impôt, quoi. Si je vous le fais vite. On a compris que vous étiez contre. On a compris que vous étiez contre. Mathieu Plade, cette taxe Zuckman, elle s'inscrit dans le contre-budget du Parti socialiste. Alors le PS qui estime qu'il n'y a pas besoin de faire 44 milliards d'euros d'économie comme François Bayrou. Pour eux, 22 milliards suffisent. Est-ce que c'est irresponsable ou est-ce que c'est le PS qui a raison finalement? L'austérité n'est pas bonne et le budget Bayrou, c'était l'austérité. Je pense qu'il faut trouver un chemin crédible surtout. C'est-à-dire que le risque, c'est de rien faire. C'est pas crédible le contre-budget du PS? Si, ça peut être crédible. Alors je pense qu'il y a beaucoup sur la taxe Zuckman, et effectivement, ça a été dit, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'érosion fiscale. C'est-à-dire que quand vous allez mettre une taxe aussi forte sur des patrimoines, il y a toujours le risque de changer de résidence et pas d'avoir finalement le gain attendu d'un point de vue budgétaire. Il y a la taxe Zuckman, il y a la suspension de la réforme des retraites aussi. Etc. Donc il y a quand même un coût. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, dans la situation, il faut trouver les moyens de faire un budget et que les 44 milliards, on les fera pas. Honnêtement, on les fera pas. Personne n'est d'accord. Donc, il va falloir effectivement trouver un budget à minima, faire en sorte que cette trajectoire budgétaire s'oriente quand même vers une baisse du déficit. Il faudrait viser déjà moins de 5% de déficit pour l'année prochaine. Et il va falloir faire des concessions. Mais de toute façon, ça va s'aligner sur plusieurs années. Le problème, c'est vraiment aujourd'hui d'avoir une stratégie de moyen terme, ce que personne n'a. Et c'est un vrai problème parce qu'effectivement, si vous faites des coups de rabot, si vous n'avez pas de visibilité, vous allez faire des mauvais choix et ça va avoir des effets très négatifs sur la croissance. Est-ce que la solution pourrait être de supprimer 1 ou 2 jours fériés? C'est le grand débat national. Est-ce que ça sert à quelque chose? Que vous y croyez, Mathieu Plade? Alors, non, moi j'y crois pas. Enfin, à court terme, je ne pense pas que ce soit la solution. D'ailleurs, ça rapporte de l'argent parce qu'il y a une hausse de cotisation, en fait. Et d'ailleurs, les entreprises sont pas contentes. Les salariés sont pas contents parce que vous leur dites travaillez plus pour pas gagner plus. Et donc, au final, personne n'est content. Maintenant, le fait d'augmenter le nombre de personnes qui travaillent en France est important pour la croissance, c'est-à-dire augmenter plutôt le taux d'emploi que forcément les personnes en activité. Donc, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. D'ailleurs, c'était un problème parce qu'on a focalisé beaucoup sur ces 2 jours fériés qui représentaient 4 milliards de gains fiscaux. Donc c'était 10% des 44 milliards. Un coût symbolique est infiniment supérieur. Et je pense que voilà, c'était une erreur stratégique pour un gain qui était faible. Il y a un autre sujet, c'est celui de l'immigration. Il y a cette idée répandue par le RN que c'est là qu'on peut trouver de l'argent. Écoutez l'ancienne présidente du RN au siège de son parti hier. Le moindre effort sur ce budget de l'immigration. Il demande des efforts à tout le monde, mais pas sur le sujet de l'immigration. C'est évidemment inadmissible. Une question simple, Philippe de Sertine. Pour Marine Le Pen, c'est la solution, l'immigration. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Alors la réponse simple, c'est non, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand on est en train d'évoquer l'effort au minimum de 100 milliards, avec, je pense, derrière cette idée de restructuration profonde de la manière dont on envisage le fonctionnement de l'État, évidemment que vous n'y êtes pas. Là, les études sont en plus... Alors là, c'est vraiment compliqué. Quand on disait tout à l'heure de représenter le coût de la chute d'un gouvernement, c'est souvent après qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il fallait prendre en compte ou qu'il ne fallait pas prendre en compte. Là, c'est pareil. Vous êtes avec des études multiples qui se croisent. On va dire du point de vue macroéconomique, on dit en réalité... Certains disent que ça coûte rien, d'autres disent que ça coûte cher. Oui, et en tout cas, les études macroéconomiques sérieuses disent que le gain de l'immigration, le gain en termes de gain de PIB est légèrement positif. Un mot, Mathieu Plane, parce qu'il faut qu'on enchaîne. Oui, non, c'est qu'effectivement, c'est soit proche de zéro, soit positif. Et en fait, d'ailleurs, avec le vieillissement des populations, on va parler plutôt du recours à l'immigration. Sujet, comme tous les jours, on termine avec la question qui a retrouvé sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui fait peur. Si on n'arrive pas à boucler le budget, qu'est-ce qu'il se passe ? La grêle, les nuées de sauterelles, Philippe de Sertine ? Surtout, on rate le train du futur. Je crois que c'est ça l'élément essentiel. On rate le train du futur parce que tout s'accélère en ce moment. Il y a une prospérité nouvelle possible. Et là, on risque, nous, Français, alors européens au sens large, mais nous, Français, d'être dans des espèces de rustines pendant 2 ans, alors qu'il y a 3 ans, ChatGPT n'existait pas. Vous avez une entreprise aujourd'hui qui a créé ChatGPT qui vaut plus cher que n'importe quelle entreprise européenne. OpenAI. Mathieu Plane, en fait, ça sert un peu à rien, un budget.
En fait, ce sera exactement le même que l'année dernière s'il n'y en a pas le 31 décembre. Oui, alors après, on peut tomber sous une loi spéciale, hein, comme c'était arrivé après la censure du budget Barnier, mais c'est pas souhaitable. D'ailleurs, y compris sur les efforts de défense. Par exemple, vous pouvez pas monter vos investissements dans la défense avec une loi spéciale. Et c'est fait pour gouverner vraiment à très court terme et passer, c'est-à-dire le cadre de l'année. Donc, un budget, c'est utile et c'est des choix politiques. Et aujourd'hui, on a besoin d'une vraie stratégie, une stratégie de moyen terme. Or, aujourd'hui, avec la crise politique, on manque beaucoup de visibilité. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu Plane. Merci, Philippe de Sertine, d'avoir répondu aux questions de France Info. Un entretien à retrouver comme toujours sur YouTube. Vous restez avec nous. Je vous retrouve dans un instant dans Les Informés avec Renaud Dely. À tout de suite.